Ravi Viswanathan. Je vous présente en quelques mots, vous êtes le financier français qui veut convertir les Indiens au vin. Vous avez 52 ans, votre famille vient de Pondichéry, votre papa était prof de lettres, vous vivez à Singapour, vous avez une maison dans le Haut-Doubs, vous êtes polytechnicien, vous êtes un grand financier, vous investissez massivement dans les vignobles indiens pour répondre à la soif de consommation des classes moyennes indiennes. On va y revenir bien évidemment. Raphaël Schermer, agrégé et docteur en géographie, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes aussi expert à l'INAO, c'est bien cela, à Nantes. Et vous connaissez parfaitement les vins du Nouveau Monde. Alors Jérôme Cordelier, Olivier Bonpasse, peut-être d'abord préciser avec notre invité, Monsieur Ravi Viswanathan, si je ne dis pas de bêtises, comment vous est venue cette passion du vin, puisque vous avez été élevé dans plein de villes différentes dans le monde? Est-ce que c'est ce cosmopolitisme-là, ou est-ce que ce sont les vignobles français? Un peu des deux. Il faut savoir que le premier emploi de mon père a été à Dijon. Donc, c'était de bon augure. Et qu'une partie de mon enfance, et toujours d'ailleurs, on a résidé à Pontarlier, qui est la ville d'Edgar Faure, qui a été mentionnée juste récemment. Oui. Et donc, je suis un adorateur du Château Châlons. Ah. À la différence du président du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, Metternich a dit, Metternich était un grand connaisseur des défauts de l'homme, en plus d'être un grand diplomate, a dit à Napoléon un jour, « Sire, vous avez le meilleur vin du monde, c'est le Château Châlons. » Mais vous, ce goût du vin, il est venu très tôt chez vous, adolescent, jeune homme? Depuis l'enfance. On nous faisait goûter tout jeune. Alors après, je le disais, vous avez fait une carrière de financier, et puis un jour, vous vous êtes dit, je vais investir en Inde. Pourquoi en Inde? Et pourquoi cette volonté d'investir? Parce qu'on va le détailler longuement, mais vous êtes à la tête d'un... 37 vignobles, hein, 37 vignobles. Vous produisez plus d'1 million de bouteilles, hein, c'est ça? On produit à peu près 12 millions de bouteilles. 12 millions. Ah oui, c'est l'Inde. L'Inde, les chiffres sont toujours beaucoup plus importants, évidemment. En tant qu'investissement, c'est une décision qui est relativement facile. Parce que parmi les grands marchés potentiels qu'il reste aujourd'hui pour le vin, l'Inde est probablement le plus grand. Potentiel. La Chine est encore un grand marché qui peut encore croître beaucoup. La consommation en Chine est de l'ordre de 2 bouteilles de vin par personne par an, alors que la consommation mondiale est de l'ordre de 6 bouteilles par personne par an. Mais en Inde, c'est de l'ordre de quelques centilitres. Donc potentiellement, le marché est plus intéressant. Il y a des régions en Inde où l'on ne sait pas ce que c'est que le vin, où on n'en consomme absolument pas. Non, il y a des régions où on ne boit pas du tout de vin, mais la plupart des gens de la classe moyenne ont entendu parler du vin, ou l'ont découvert en voyageant. Je vois que c'est pas un produit méconnu. Peut-être une chose à retenir sur la classe moyenne indienne. Oui. C'est un terme vague. Oui, c'est un terme vague. Je parle de la classe moyenne indienne dans les grandes villes. Hein. Ce sont des gens qui, au moins grâce à leur travail et dans le milieu professionnel, ont une culture très occidentalisée. Donc ils savent très bien ce qui se passe dans le reste du monde. Et c'est assez différent de la classe moyenne chinoise, qui peut rester assez fermée sur le reste du monde. Donc le vin n'est pas un produit totalement inconnu, même si les gens n'en boivent pas. Et puis j'imagine que quand les gens sont amateurs de vin là-bas, ils sont très amateurs, très connaisseurs, ils connaissent presque mieux maintenant que certains Français par exemple. C'est le cas de beaucoup d'Asiatiques d'ailleurs, pas qu'en Inde. Hein. Parmi les plus gros collectionneurs et amateurs aujourd'hui, il y a les Singapouriens, les Chinois, les Japonais. La culture des vins, en particulier des vins de très haute gamme, c'est maintenant fortement déplacée sur l'Asie. Alors quel vin faites-vous? Quel vin ne fait-on pas plutôt? Alors, on ne fait pas de bon pinot noir. Il y a des raisons climatiques qui l'expliquent. Notre chardonnay est très moyen, mais on fait pratiquement toutes les autres variétés commercialement connues. Sauvignon blanc, Syrah, Viognier, Chenin blanc et autres. On fait un peu de Tempranillo, on fait du Zinfandel. Olivier, vous l'avez goûté ce vin? Pour être tout à fait honnête, non, je ne l'ai pas goûté. Ouais. Nul n'est parfait.
Et oui, mais on va y remédier. Ce qui est intéressant, c'est Ah, que... il est vendu en France, hein, pardon, je t'interromps juste. Vous pouvez nous dire où on trouve votre bouteille? En fait, la quasi-totalité de la production de vin indien est vendue en Inde, de l'ordre de 95% est vendue en Inde, mais pour des raisons de création de marques, on fait un tout petit effort de vendre à l'étranger, dont on vend dans une quarantaine de pays, et essentiellement, mais pas exclusivement, essentiellement dans les restaurants indiens de par le monde. Alors on vend en France de l'ordre de 130 140 000 bouteilles par an, ce qui n'est pas négligeable. Et je dirais en France, dans tout restaurant indien qui se respecte, il doit y avoir une bouteille de nos vins. Alors, on vous demande les types de vins, vous répondez cépage, ce qui est assez logique. Et je dis c'est assez logique parce que c'est la porte d'entrée de l'univers du vin dans beaucoup de pays de par le monde. Mais ça pose une question, c'est-à-dire est-ce que la notion de terroir se met en place? Est-ce que c'est encore trop tôt pour passer à cette notion d'identification des terroirs et aller vers un système peut-être un jour d'appellation? On va arriver à la notion de terroir, mais il faudra encore 3-5 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. D'abord, l'essentiel des vignes sont relativement jeunes, je dirais quelques années en moyenne. On a vu l'augmentation de la consommation tous les ans, on plante de l'ordre de 25% de plus tous les ans. Donc, et comme c'est bien connu que les vignes vieilles produisent en général de meilleurs vins que les vignes jeunes, on a tendance à garder les vieilles vignes pour les vins de haut de gamme, donc qui peuvent provenir de parcelles différentes suivant les années. Donc on n'est pas encore à la notion de terroir, il nous faudra 3, 5, 10 ans peut-être pour y arriver. Le vin rouge, c'est à peu près 60%? L'Inde est, comme beaucoup de pays, un pays où la consommation de vin est dominée par ce que les hommes préfèrent. Les hommes préfèrent le rouge, on a 60% de rouge, le reste c'est du blanc. On a une toute petite fraction de rosé, qui, bien que le rosé se marie très bien avec la cuisine indienne, ça n'a pas l'air de plaire. Il y a une image négative dans le rosé. Ah oui? Pourquoi? C'est une image... commercialement, le rosé ne passe pas. Envoyez-le nous. Envoyez-le nous, il y a des débouchés ici. 25% par an, Michel Reynaud n'est pas encore à la retraite. Hein. Et on va appeler ça du pétillant, Oui. pour éviter d'utiliser des mots qui fâchent. Et ça, par contre, c'est en augmentation massive de l'ordre de 50 à 100% par an. Raphaël Schirmer, vous avez goûté ces vins indiens? Non plus, j'espérais le faire ce soir, mais hélas. Si je peux me permettre, on le voit très nettement au Chili, en Afrique du Sud, ailleurs, dans tous les pays du Nouveau Monde. Beaucoup de producteurs, en fait, ont des vins en entrée de gamme qui sont fondés sur une approche par cépage, donc Cabernet Sauvignon, Chardonnay, etc. Et puis ils montent en gamme, et puis ils proposent une version très proche de nous, des terroirs. Et chez nous, ça s'inverse quasiment. On retrouve la même chose, vin de terroir pour les vins de très grande qualité, et puis entrée par vin de cépage, on le voit en grande distribution, on le voit aujourd'hui dans des restaurants ou même dans l'hôtellerie, cette approche s'universalise quasiment. De la même façon que celle du terroir est devenue pratiquement une clé d'entrée du monde du vin un peu partout. Oui, si on quitte un tout petit peu l'Inde, on va y revenir. Quelles sont un peu les nouvelles terres de conquête Alors je sais qu'il y a l'Afrique qui est en train de monter très fort. Ce qui est intéressant, c'est ce que disait Odon Vallée ce matin, c'est qu'il y a aussi beaucoup de... Là, je parle sous le contrôle évidemment d'Olivier, mais il y a beaucoup de vins qui ont disparu. Les vins d'Algérie, il disait, il y en a plus. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une géopolitique comme ça du vin, une nouvelle géopolitique qui se met en place? Oui, complètement. Alors, en tant que géographe, je distinguerais l'extension du monde du vin aujourd'hui, qui touche énormément de pays, et puis parfois avec des aspects anecdotiques. On nous rappelle souvent qu'ici ou là, il y a des pays qui plantent des vignes, mais il faut se rappeler que pour la plupart des pays dits du Nouveau Monde, ça fait déjà quelques siècles qu'ils produisent du vin. Le Chili, par exemple, c'est 1648. Les États-Unis, c'est 16e aussi. Et donc, ils produisaient du vin pratiquement avant que le Médoc ne soit vraiment aussi spécialisé qu'il ne l'est, puisque c'est seulement au XVIIIe siècle. Donc, vous voyez, ça permet de tempérer les choses. Et puis après, d'un point de vue géopolitique, alors c'est une question que je voulais aborder en ce qui concerne les fameuses nouvelles frontières qu'on évoque. Je serais tenté de dire il y a vin et vin. En France et en Europe, très largement sous l'influence de la France, puis je vais essayer d'aller vite dans ce que je vais dire là,
nous reposons sur une définition du vin qui date de la loi de Griffe de 1889 et qui considère que n'a le droit d'être appelé vin que ce qui est fait à base de raisin ou du mou de raisin. Alors cette loi, petit à petit, elle a reculé et dans d'autres pays qui ne sont pas membres de l'OIV, justement, OIV, organisation qui a été assez largement créée par la France en 1924 pour propager cette idée d'un vin, donc dans un régime qui était, de reconnaissance mutuelle. J'achète du vin dans un pays, je sais que c'est bien du vin, il n'y a rien d'ajouté dedans. On pourra évoquer les raisons, si vous le souhaitez, un peu plus tard. On avait construit un monde relativement uniforme. Aujourd'hui, certains pays, et ça nous arrive aussi, vous avez évoqué à plusieurs reprises des rosés ou des vins blancs avec du pamplemousse, par exemple. Et personnellement, je ne suis même pas sûr que ce soit du pamplemousse, hein, c'est plutôt des substances chimiques qu'on doit mettre dedans, des arômes. Donc je disais, plusieurs pays aujourd'hui considèrent que le vin peut être fait avec autre chose. C'est-à-dire qu'on peut y adjoindre, pourquoi pas des colorants, pourquoi pas des goûts, donc pamplemousse, fraise, tout ce que vous voulez. Nous l'avons accepté dans notre législation. Nous avons accepté donc d'utiliser des copeaux de bois, qui pour moi correspond à une aromatisation tout simplement du vin, etc. etc. Donc cette loi recule. Alors c'est peut-être souhaitable, je n'en sais rien, c'est une vaste question, mais elle entraîne derrière une réflexion qui à mon sens est très compliquée, qui est ce que doit être le vin. Parce que, en fait, pour être assez simple, nous sommes sur un curseur entre, d'une part, un monde viticole que nous avons pensé en France comme étant plutôt artisanal et plutôt petit et plutôt familial. Tout à l'heure, on évoquait l'aspect petit. C'est vraiment ça. La plupart des gens considèrent qu'un vin de qualité n'est un bon vin que s'il est fait par une petite propriété familiale. Et l'aboutissement de cela, pour nous, ça donne le vin de terroir, avec une typicité très marquée. Et donc notre législation a mis l'accent vraiment sur la viticulture, par opposition au négoce, sauf deux régions, Cognac et Champagne, où là effectivement les maisons de Champagne ou celles de Cognac étant suffisamment puissantes, on n'avait pas tout à fait ce modèle-là, mais la plupart du paysage viticole français et a fortiori européen repose sur cette distinction. Le Nouveau Monde met lui l'accent davantage sur la phase viniculture, donc ça donne des wineries aux États-Unis, peut-être en Inde aussi d'ailleurs. Ça donne des bodegas dans le monde hispanique, mais on est davantage sur un processus qui est plus industriel, donc avec des marques et avec des entrées par cépage par conséquent. Donc si vous me permettez encore une seconde, on est là vraiment face à un choix majeur de société, c'est doit-on conserver ce modèle-ci, et donc avoir des campagnes, et en tant que géographe vous comprenez bien mon avis là-dessus, qui soient toujours vivantes, qui soient toujours avec des propriétaires de domaine familial, ce qui n'exclut pas le négoce, qui n'exclut pas non plus la coopération vinicole, bien évidemment, ou doit-on aller vers un modèle beaucoup plus industriel, avec tous les dangers que ça représente? C'est un point d'interrogation, hein, mais qui est à mon avis un débat majeur dans notre société, et qu'on n'a pas trop, hélas, pour l'instant. Ravi Viswanathan, vous avez les deux cultures, vous avez un avis là-dessus. Vous avez une très belle cave, je crois, dans votre maison, dans le Haut-Doubs. Ça va. Ça va. Elle est correcte. Ça va. Et J'ajoute, pardon Jean-François, que dans le super portrait que Vanessa Douniac, notre correspondante en Inde, a fait de vous il y a une semaine, 15 jours, elle dit que vous avez 2 bouteilles de champagne Juglar, c'est ça, qui est la marque favorite de Napoléon et que vous comptez boire en 2021 pour le bicentenaire de sa mort. Ça, Juglar c'était la marque favorite de Napoléon. Elle existe encore, la marque, mais elle a été reprise par le cousin de Juglar vers les années 1830, et c'est Jackson maintenant. La marque existe toujours. D'accord. Et vous avez un Veuve Clicquot aussi de 1820, hein, c'est ça? Voilà, c'est une de ces bouteilles qui a été repêchée dans la Baltique il y a 3-4 ans. Et j'ai du vin jaune du Château Chalon de 1821. bien sûr. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quel est votre objectif? Et qui se mange très bien avec un vieux comté, spécialement Chapelle-du-Hain, 3 ans d'âge, affiné au fort de Saint-Antoine. Oui. Pour apporter quelques précisions. Je croyais que vous alliez dire au fort de Brégançon, mais... Quel est votre objectif d'industriel du vin? À moins que j'utilise une formule un peu barbare, mais que voulez-vous faire exactement? Le marché du vin en Inde va se développer de façon différente à ce que l'on connaît en France. Alors, du côté de la production, il n'y aura pas de pléthore de petits domaines, c'est pratiquement impossible maintenant. Il y a l'équivalent de la loi E20 en Inde, assez stricte, ce qui fait qu'il est très très difficile pour une marque non établie de s'établir. Et il y a des coûts prohibitifs dans la distribution, parce qu'il y
il y a des contraintes qui varient d'État en État. L'Inde, ce n'est pas un pays du point de vue de État l'alcool, fédéral. c'est 25 pays. Et donc ça rend les choses très difficiles pour les petits domaines. Donc je pense qu'il n'y aura pas à terme de petits domaines. Il y aura quelques gros domaines, j'espère les nôtres, qui survivront et qui feront par contre plusieurs marques, des dizaines de marques. Et à terme, certaines marques seront liées à un terroir. Ça a déjà commencé pour des toutes petites quantités. On fait de la syrah d'un endroit très très particulier. Donc à terme, ce sera le modèle. Du côté de la production, du côté de la consommation, on s'oriente vers quelque chose qui ressemble un peu à ce que la Chine est aujourd'hui, c'est-à-dire une consommation qui sera moins forte que la moyenne mondiale, mais beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, et à moitié pour des vins, avec des vins domestiques et à moitié avec des vins importés. Vos vignerons viennent en partie de France. Comment est-ce que vous êtes organisé? On a beaucoup d'œnologues et de consultants qui viennent de France. Notre domaine Grover en Inde utilise les services de Michel Roland, bien connu en France et de par le monde. Du point de vue technique, on cherche aussi, on va monter dans le futur proche des coopérations techniques plus étroites avec des producteurs français. Entre autres parce que dans la mesure où on est en train de traverser une période de très très forte croissance, au moins pour les 15-20 ans à venir, tout cet effort à faire de planter continuellement de nouvelles variétés, d'améliorer les techniques de production, fait qu'on a besoin d'avoir les connaissances de groupes qui sont plus ancrés dans le vin et depuis plus longtemps. Donc on signera très probablement un accord de coopération technique avec un groupe français dans le secteur pour nous aider à nous développer. Et le développement... Par contre, la législation en Inde n'étant pas aussi stricte que la législation en France ou l'équivalent de l'INAO, il y a plus de marge pour des progrès technologiques. On va, par exemple, importer des drones bientôt pour faire de la surveillance agricole, carte hydrique, carte chlorophyllienne, ce genre de choses. C'est très très peu développé en France. Ça existe. Il y a Pape Clément, par exemple, l'a fait. Il y a des sociétés bordelaises qui sont spécialisées dans les drones viticoles. Donc on va le faire. Il y a des contraintes qu'on n'a pas en Inde. On a le droit d'irriguer. Et c'est même une obligation, ce qui est interdit en France. En Inde, la saison sèche est très sèche. Il ne pleut pas une goutte. En gros, de septembre à juin. Donc on est obligé d'irriguer. Et on teste des nouveautés comme l'irrigation, le faire une irrigation en surface, goutte à goutte. On testera cette année l'irrigation enterrée à 3 mètres, quelque chose pour aider les plants de vigne à descendre et à puiser plus profond la minéralité, etc. Donc on va faire tout un tas d'innovations techniques, avec souvent le support de techniciens français. Et pour d'autres domaines indiens, il y a un apport technique important venant des Américains. C'est ce soit les Californiens, soit les Français, en gros. Oui, pour faire un lien avec la table ronde que nous avons eue précédemment sur le vin et la santé, on boit quoi que boit-on en Inde aujourd'hui? Le vin, c'est quelque chose de relativement neuf. Vous parlez de quelques centilitres par habitant. Alors, vu le nombre d'Indiens, on comprend la logique de cette moyenne. Mais on boit quoi en Inde, à part le vin qui n'est pas justement une boisson culturelle? D'abord, l'Inde est un pays où il n'y a pas de tabou religieux fort sur l'alcool. Donc l'alcool est assez librement en vente, il se boit de la bière, Alors l'Inde est un pays de culture, de coloration britannique. Donc il y a une vraie culture du whisky en Inde. Le whisky est et en général chez les hommes, classe aisée, au-delà de 40 ans, la boisson de base est le whisky. Il y a une différence aussi entre les Indiens et certains Asiatiques de manière générale et les Français dans la manière dont l'alcool est consommé, et cette différence vient entre autres de l'influence coloniale anglaise, c'est que les gens boivent leur whisky avant de manger, et pendant le repas, il n'y a pas d'alcool. Donc, c'est une des difficultés que le vin a surmontées. Il faut amener les gens à boire de l'alcool pendant qu'ils mangent.
Mais c'est une des grandes forces, c'est que pendant qu'on mange, il n'y a pas de compétition. Il n'y a que le vin. Ouais, d'accord. Et est-ce que la jeune génération est intéressée par ce que vous faites? Est-ce que le profil de vos clients, c'est quoi? Est-ce que c'est les jeunes? Et je rattache une seconde question, comme ça vous répondez à tout. Est-ce que vous êtes amené à faire face aux mêmes problèmes que l'on a évoqués tout à l'heure sur les excès de consommation d'alcool? Est-ce que c'est un fait de société aussi important qu'en France aujourd'hui, en Inde, ça? Et comment vous allez raccrocher le wagon du vin à ça? Alors déjà, nos consommateurs, en Inde, il y a deux types de vins. Il y a les vins domestiques et les vins importés. Les vins importés coûtent 3, 4 fois, 10 fois plus cher que les vins domestiques. Donc les vins importés, les consommateurs, ce sont les riches industriels de Bombay ou les politiciens de Delhi qui ont les moyens et qui boivent les Latour et autres Romanée Conti. La classe moyenne indienne, elle boit surtout les vins domestiques. Et on a la typologie de nos consommateurs, ils sont essentiellement de deux types. Il y a les jeunes diplômés dans les villes qui abordent le vin relativement tôt à l'université et dès leur premier emploi. Et ceux-là, on pense qu'ils vont rester longtemps nos consommateurs. Et il y a les femmes. L'alcool en Inde, l'alcool fort, le whisky typiquement, est un peu tabou pour les femmes en public. Par contre, c'est tout à fait normal d'avoir un verre de blanc ou un verre de champagne. Et la principale explication du boom du champagne en Inde, ce sont les femmes. Depuis quand? Depuis quelques années. À tel point que LVMH, maintenant, a décidé d'installer sa marque Chandon en Inde et de faire donc un pétillant local sous l'appellation Chandon et d'importer Moët. Oui. Et l'une des raisons, enfin le champagne a aussi une propriété unique en Inde, qui est, comme dans beaucoup de pays, l'alcool est une consommation festive. En Inde, l'essentiel des fêtes importantes, fêtes de fin d'année, fêtes religieuses, mariages, est concentré entre novembre et fin février. Donc c'est l'essentiel de nos ventes se passe à ce moment-là, sauf pour le champagne. Parce qu'il y a une culture, une habitude maintenant du brunch le dimanche avec champagne à volonté qui existe dans tous les grands hôtels d'Inde. Vous allez dans n'importe quelle ville, le dimanche, il y a des familles entières qui sont attablées, buffets, formidable, champagne à volonté. On applaudit chaleureusement dans la salle. Et donc on a des ventes régulières. Raphaël Schirmer, c'est un nouveau venu, ce sous-continent indien, sur ce marché du Nouveau Monde. C'est bien d'arriver en dernier, si j'ose dire, enfin historiquement, pour concurrencer la France et les vignobles français, parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire. Il y a beaucoup de travail et beaucoup d'années s'écouleront avant que vous soyez, sans doute, je ne sais pas, hein, je ne suis pas un expert, mais au niveau des vins européens. Qu'en pensez-vous? Comme le disait monsieur, je pense que la distinction vin d'autres pays, vin de France, elle n'est pas si nette que cela. Vous venez de l'évoquer, il y a beaucoup de technologies, beaucoup d'entreprises françaises qui investissent. Il y a aussi des Italiens, des Espagnols, etc. en fonction des pays. Mais voilà, la France mondialise ses technologies, elle mondialise aussi son personnel. Il y a beaucoup de Français qui partent travailler quelques années en Californie, au Chili, que sais-je encore. Comment dire, il y a vraiment un mouvement dans ce sens-là qui se fait et qui fait que beaucoup de Français amènent leur savoir-faire et leurs compétences dans d'autres pays, amènent des capitaux, amènent etc. etc. Vous avez beaucoup de Français en Inde qui travaillent dans vos domaines. Enfin, il y a beaucoup de... Non, ou chez les concurrents, hein. Non, il n'y a pas beaucoup de Français. Il y en a une petite dizaine, je pense, dans nos domaines. Mais il y a des échanges techniques fréquents avec l'Europe et on emploie les services d'œnologues français, donc qui envoient des équipes tous les 3-4 mois au moment clé de la viticulture ou de la vinification pour nous aider dans tout le travail du vin, que ce soit à la vigne ou en bouteille. Et dans les investisseurs, il y a des Français qui investissent dans le vin indien ou... Notre groupe est formé, je dirais, aux 3/4 d'investisseurs français. Et on peut donner quelques noms ou... Il y a des grandes familles de Bordeaux. Ah oui, c'est vrai. Et des noms, donc Allez. Non, peut-être pas, non. Mais, des très grandes familles de Bordeaux ou des... dont le nom a été cité il n'y a pas si longtemps. Ah ben alors je vois, alors, oui.
Ça commence par un L, ça se finit par un N. Non, ça Non. commence par un P, ça se finit par un S. Bon, mais Jacques, tu nous décrypteras ça tout à l'heure. Olivier, tu... Alors, il y a un autre sujet qui serait peut-être bien abordé, puisque le thème de la table ronde, là, c'est les frontières du vin. Alors, les frontières, l'histoire a prouvé que ça peut bouger, une frontière. Et là, je m'adresse plus à vous en qualité de géographe. On voit, même à une petite échelle en France aujourd'hui, les bouleversements climatiques dont on parle beaucoup, qui font malheureusement l'actualité. Je dis malheureusement parce qu'en France, ça se traduit par 2 mètres d'eau dans les maisons. Mais est-ce qu'à moyen et peut-être long terme, vous pensez que, alors vous ne pouvez pas faire de divination, mais enfin, vous pouvez avoir un sentiment malgré tout, est-ce qu'on va, et est-ce qu'il y a déjà des évolutions qui sont marquées, et est-ce qu'on va vers des évolutions liées au climat? Alors, pour caricaturer, est-ce que demain, ici en Champagne, enfin demain dans 100 ans, j'en sais rien, mais on cultivera de la syrah, et puis le Languedoc, ça sera un désert avec des chameaux vous voyez ça comment? Personnellement, je n'en sais strictement rien et je pense qu'on est bien incapable de le dire. Mais je veux dire, dans votre famille professionnelle, est-ce qu'on réfléchit à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui anticipent là-dessus? Oui, bien sûr, il y a des géographes qui travaillent sur ces questions-là, il y a des programmes de recherche. Il y a un très bon livre qui est sorti il y a peu de temps, dirigé par Hervé Quenol, sur, j'oublie le nom du livre, mais qui touche le réchauffement climatique et la viticulture. Mais personnellement, j'ai beaucoup de doutes sur les travaux qui sont faits, parce que généralement, les critères qu'on met en avant, notamment et régulièrement c'est ça qui apparaît, de baisse d'acidité du vin et de vin plus sucré, bah, finalement c'est ce que le consommateur demande depuis quelque temps. Vous l'avez évoqué, Jacques Dupont le disait, on est passé d'un vin alimentation à un vin aujourd'hui plaisir, etc. Et les gens ne veulent plus de vin complètement acide. Derrière ça, il y a aussi des tas de technologies qui sont développées, notamment le fait de traiter les vignes. Aujourd'hui, c'est un choix, hein, mais pratiquement on ne perd plus de récolte parce qu'on arrive à traiter. Donc il y a une infinité de paramètres qui sont à prendre en compte et que pour l'instant on n'est pas capable d'intégrer. Et donc à mon sens, pour l'instant, je dis bien, hein, ce qu'on en montre n'intègre pas ces paramètres. Il faudrait réussir à le faire. On avait évoqué Parker. Parker a beaucoup poussé la viticulture à faire des vins plus mûrs, entre guillemets, avec de la surmaturité. Bah, après, les gens qui travaillent sur le réchauffement climatique disent bah voilà, les vins sont plus mûrs. Mais il n'y a peut-être pas que ça qui joue, quoi. Il y a peu de temps, il y a une vidéo qui a circulé sur Internet des chercheurs qui ont fait des hypothèses à 20 ou 30 ans, je ne sais plus, qui montraient justement qu'à Bordeaux, il y aurait des dromadaires et puis qu'au contraire, en Norvège, on ferait du vin. Personnellement, je trouve que c'est absolument infondé, quoi. Donc ça a fait le buzz, tout le monde en parle, mais ça ne tient pas la route 3 secondes. Alors, cela dit, les gens du vin, quand il y a eu la canicule en 2003, qui est un millésime dont on a beaucoup parlé, pas que pour le vin, ça avait été un été assez dramatique pour d'autres raisons aussi. En Languedoc, bon, c'est ma région d'origine, il se trouve, mais en fait ça n'a aucun rapport avec le fait que je vous en parle, c'est que les responsables du vin ont identifié des zones en 2003 en disant sur ces parties-là du vignoble, dans 15-20 ans, on pourra peut-être plus produire de raisin. Voilà. Donc c'est pas tout à fait négligeable de ce travail qui est fait là-dessus, parce que on peut imaginer, aujourd'hui, planter un vignoble, ça coûte très cher. Avec les moyens modernes, on investit beaucoup pour créer un vignoble aujourd'hui. Et donc, c'est des gros investissements. Et voilà, il faut les faire à bon escient. Et pour être sûr, on ne peut pas, mais voilà, assurer malgré tout leur pérennisation. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et mon propos n'est pas du tout de nier le réchauffement climatique, ni les conséquences qu'on doit certainement commencer à percevoir. Et on le pressent dans notre quotidien. On a eu une canicule cet été, par exemple. C'est évident, il se passe quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est certainement beaucoup plus compliqué à comprendre qu'on ne veut bien le croire. Et je prendrai juste cet exemple, et qui est très controversé. Certains chercheurs disent que le Gulf Stream peut s'arrêter. Si c'était le cas, au contraire d'un réchauffement, nous, il se peut que sur nos régions, on ait davantage un refroidissement, peut-être plus d'humidité, moins d'humidité, etc. Donc c'est très difficile de voir vers quoi on va. Et pour l'instant, les modèles numériques qui tournent, et notamment sur les vignobles, sont très axés viticulture, mais n'intègrent pas du tout les paramètres sociaux. Or, ils sont essentiels. Et dans le domaine de la vigne, on le voit, il y a eu depuis des siècles des tas de recherches pour lutter contre des conditions difficiles. Je pense à Lanzarote, où peut-être vous connaissez, il y a un vignoble qui est extraordinaire, où on arrive à cultiver de la vigne sur des espèces de poudre volcanique, en construisant des petits murets qui parviennent à créer un microclimat. En Moselle, par exemple, là, au contraire, on recherche de la chaleur, on recherche de l'ensoleillement,
on a créé des terrasses qui sont orientées de façon à capter davantage de soleil, etc. etc. Donc il y a des réponses qu'on va certainement pouvoir apporter à ce réchauffement. Encore une fois, j'imagine qu'on ne sait pas trop vers quoi on va, mais la viticulture a certainement les moyens de répondre à pas mal de choses. Si vous permettez juste un exemple, le Carménère, qui est un cépage qui avait été quasiment abandonné à la suite du phylloxéra à Bordeaux parce qu'il avait des problèmes de maturité et qui a été davantage cultivé au Chili aujourd'hui, eh bien, pourrait très bien être un des cépages régionaux que le Bordelais pourrait davantage utiliser dans sa palette, parce que justement les problèmes de maturité qu'il avait eh bien, seraient peut-être compensés par le réchauffement climatique, si tant est qu'il aille dans le sens de ce qu'on en pense aujourd'hui. Je voudrais demander à Ravi Viswanathan si ces vignobles, vos vignobles, sont touchés par le dépérissement des vignes, qui est un phénomène qui touche énormément de pays. Est-ce que... Il est trop tôt pour le savoir, parce que nos vignes sont vraiment jeunes. Et puis il y a deux autres aspects qui sont importants. On est en viticulture en milieu tropical, et il y a très peu de pays qui le font. Il y a pratiquement que l'Inde qui le fasse avec une taille significative. Ça a une conséquence, le milieu tropical, c'est qu'il n'y a pas de dormance hivernale. Donc de toute façon, les plants vieillissent 2 fois plus vite qu'en Europe. C'est mécanique. Ils ne dorment jamais, donc ils vieillissent 2 fois plus vite. L'avantage, c'est quand on plante, on a du raisin vinifiable 3 ans après, pas 7 ans après. C'est ça. Mais par contre, l'âge moyen, le plant vieillit beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un phénomène sur lequel on ne peut pas lutter, c'est juste au fait qu'il n'y a pas d'hiver. Et l'autre aspect qui est spécifique à l'Inde, c'est que les saisons en Inde sont très marquées, très constantes. Il y a très très peu de variabilité climatique. La mousson commence pratiquement le même jour, s'arrête tous les ans, s'arrête le même jour tous les ans. La saison sèche est super sèche. Vous voulez dire qu'il n'y a jamais de surprise climatique? Il n'y a pas de variabilité climatique, donc il n'y a pas d'effet millésime. La différence de qualité entre une année et l'autre est en général due au travail de l'homme dans la vigne, mais pas au travail de la nature, pas à la nature. Ouais. Et du coup, les consommateurs l'ont bien compris. En général, ils préfèrent les vins les plus récents. Si on leur donne le choix entre 2014 et 2015, ils vont prendre 2015 parce qu'ils savent que les plants de vigne sont 1 an plus vieux, qu'on a fait des progrès, qu'on travaille mieux, etc. Ouais, Donc, mécaniquement. Je voulais vous demander, est-ce que vous investissez dans d'autres pays, dans le vin, dans d'autres pays, d'autres continents, d'autres terres? Pour le moment, non, mais on envisage sérieusement d'acheter en Europe ou en Nouvelle-Zélande ou des endroits comme ça, en particulier quand il s'agit de cépages qu'on est incapable de faire en Inde. Mais par exemple, dans quel pays On regarde la France et la Nouvelle-Zélande maintenant. Ouais. Et l'Afrique, est-ce que l'Afrique, ça vous intéresse? Alors, Olivier, je ne sais pas si tu as regardé ça, mais est-ce qu'il y a une montée actuellement des vins africains? Parce que, au point, on s'intéresse beaucoup à l'Afrique, puisqu'on développe beaucoup l'Afrique, et on s'aperçoit que dans plein de domaines, l'Afrique est en train de monter, prendre des parts de marché. Est-ce que c'est vrai pour le vin ou... Très rapidement, déjà il y a l'Afrique du Sud, qui est un ancien producteur. Oui. Et puis il y a le groupe Castel qui a investi en Éthiopie depuis déjà quelques années. Je ne sais pas exactement trop ce que ça donne. On me le rappelait, effectivement, j'ai lu ça il y a quelques jours. Il y a des gens qui créent un vignoble à proximité de Dakar. Donc là aussi, on est dans ce mouvement de mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, les gens urbains, plutôt jeunes, plutôt diplômés, femmes, qui peuvent être jeunes diplômés bien évidemment, s'intéressent au vin. Et donc il y a une aspiration qui se fait par la consommation et on plante. Est-ce qu'il y a un pays au monde qui ne fait pas de vin, alors, aujourd'hui, quand on y réfléchit? Ou une zone géographique? Dans certains pays musulmans très comment dire, oui, bien très sûr, fondamentalistes. Pour les raisons, effectivement, mais géographiquement? Oui, voilà. Ouais. Hors Groenland. D'accord. Mais non, effectivement. Mais voilà, ouais. Disons, dans toute l'ère, on va dire, cultivable, voilà, il y a des vignes qui poussent. Parfois, on l'a oublié. Parfois, on a oublié que certains pays étaient producteurs depuis assez longtemps. On a une image qui est très marquée par un eurocentrisme et même un francocentrisme. Oui. Oui, ça je ne vous le fais Alors, pas dire. Il existe une association des producteurs de vins asiatiques dans laquelle il y a, bon, nous y sommes présents, mais il y a un producteur qui est à Bali. Bon, il y a des collines au centre de Bali, donc la température n'est pas les mêmes qu'au niveau de la mer, c'est jouable. Il y a un producteur en Thaïlande, il y en a un au Cambodge. Mais bon, micro-production, mais au moins ça se fait. Question sur ces vins du Nouveau Monde. Et au Myanmar aussi.
et sur cette expérience formidable que mène notre invité. Alors, oui, voilà. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question parce que je suis un peu nul en géographie indienne. Est-ce que vous n'avez pas des zones plus fraîches en montant vers le nord, en montant en altitude, qui vous permettraient justement de cultiver vos cépages que vous cherchez à cultiver en France, en Nouvelle-Zélande? Tout le monde croit qu'en se mettant dans les contreforts de l'Himalaya, on aura les bonnes températures. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'en Inde, la mousson arrive en juin dans le sud ouest de l'Inde et remonte vers l'Himalaya qu'elle atteint en juillet-août. Et donc, dès qu'il y a la mousson, de toute façon, s'il y avait des raisins, ils seraient foutus. Donc il faut qu'ils soient coupés avant. Et la fin de la mousson en septembre, avec l'hiver qu'il y a dans l'Himalaya, on n'a pas le temps de faire du raisin. Entre les deux contraintes qui sont l'hiver et la mousson, on n'a pas le temps. Donc résultat, on ne peut pas le faire dans les contreforts de l'Himalaya, même si le climat potentiellement, enfin les températures sont potentiellement bonnes. Par contre, là où on est dans le Maharashtra et le Karnataka, ce sont des zones qui sont en altitude, pour l'une à 1000 mètres et l'autre à 600 mètres. Et on fait la récolte, bien qu'on soit dans l'hémisphère nord, on la fait en février, mars, comme si on était dans l'hémisphère sud, qui sont les mois les plus frais de l'année. Donc on a des décalages, on a des températures qui sont de l'ordre de 10-12 degrés la nuit, 25-30 le jour. Et là aussi, toujours sans surprise. Sans surprise. Cette grande variabilité entre le jour et la nuit aide pour l'acidité. C'est très bon. Et donc, du coup, avec ça, on s'en sort. Autre question? Non, je ne crois pas. Si, oui. Mademoiselle ou madame. Ici, au deuxième rang. Oui, en fait, c'est pas vraiment une question. Je voulais juste vous rapporter une anecdote sur un vin improbable. Quand je faisais mon travail sur le moment du vin, j'ai un ami qui travaillait en Afghanistan et qui me disait que l'Afghanistan, c'était un pays où il y avait énormément de raisins. Et il me parlait d'une technique de conservation des grappes de raisins, où en fait, les raisins étaient enfermés dans des gangs de terre et étaient enterrés pour la conservation. Et je lui disais, mais quel goût il a ton raisin quand tu le manges? Donc il me disait, il est un peu particulier quand même, parce que en fait, les grains de raisin fermentés, il y avait une espèce de micro-fermentation intra-grains de raisin. Donc du coup, je me disais, peut-être que l'Afghanistan est un pays producteur de vin à son insu. Donc voilà, je pensais qu'il y avait peut-être un vin afghan qui pouvait exister à l'insu des producteurs. Oui, Isabelle Bachar, moi je voudrais savoir si dans votre expérience, il y a déjà des vins qui sortent du lot. Est-ce qu'il y a un cépage? Est-ce qu'il y a une densité ou quelque chose qui semble être plus adapté à votre pays? À ma connaissance, non. Mais... De tout ce que vous produisez, il n'y a pas tel cépage qui donne de meilleurs résultats? Non, en fait, il faut comprendre l'état d'esprit. Au début, nous, on cherche à faire des vins pour la classe moyenne indienne. Donc, on ne cherche pas à faire les meilleurs vins du monde. On pourrait faire des vins bien meilleurs, mais qu'on ne pourrait pas vendre. Donc, ça sert donc, l'objectif n'est pas vraiment de faire la qualité maximale. L'objectif, c'est de faire, au prix où les gens peuvent se l'offrir, la meilleure qualité. Et ce qu'on espère, c'est qu'avec l'enrichissement dans les années à venir, on va pouvoir monter ce niveau et introduire de nouvelles marques et faire de meilleures choses au fur et à mesure. Maintenant, il y a des cépages de façon très surprenante sur lesquels on a des très très bons résultats, même sur des petites productions. C'est par exemple le Tempranillo. On fait des Tempranillo très corrects. On a quelques parcelles où on fait de la Syrah qu'on fait fermenter dans le tonneau. Donc pas de fermentation dans les cuves, mais directement dans le tonneau, on embouteille, et ça donne un résultat absolument extraordinaire. Mais ça, c'est à titre expérimental. Le Sauvignon blanc est plutôt bon, ce que l'on fait. Le Viognier est plutôt très bon. Et donc on arrive à faire des monocépages en Viognier qui sont très très corrects. Et puis le reste, c'est de l'expérimentation. On essaye, on verra bien.
Mais encore une fois, l'objectif, on ne cherche pas à faire les meilleurs vins du monde, ni même les meilleurs vins que l'on pourrait faire. Parce qu'on sait que ceux-là, on n'arriverait pas à les vendre. Qui souhaite intervenir? Ah, tout au fond, tout au fond. Vous permettez que je rebondisse Bien sûr. dans un documentaire, pardon, je me demande si c'est pas Les Voix du terroir. Il y a un monsieur qui a un propos à peu près similaire au vôtre et qui lui, au contraire, cherche à faire les meilleurs vins du monde. C'est un monsieur qui travaille pour l'Afrique du Sud ou un pays du Nouveau Monde, j'oublie. Et c'est très impressionnant parce qu'on a souvent tendance, nous, en France, à se dire les meilleurs vins du monde, forcément, c'est les nôtres. Ce matin, j'entendais, personnellement, ça m'a un peu surpris, que si Jésus-Christ était né en Allemagne, il boirait de la bière. Je rappelle que l'Allemagne est un gros pays consommateur du vin et qu'il a de très belles régions viticoles au sud. Il y a des gens qui boivent du vin en Allemagne, donc voilà. Mais on a une vision. Il voulait dire à Munich, je pense. Non, un peu plus vers l'ouest. Oui. Même au Palais de la Bière à Munich, si vous y allez un jour, vous verrez qu'il y a des grappes de raisin qui décorent la salle assez curieusement. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a une vision souvent qui est très marquée, construite par la République, construite par les hommes politiques, etc. Ça renvoie à tous nos mythes nationaux. Et on oublie qu'il y a des gens dans le monde qui disposent de terroirs, mettez ça entre guillemets, d'un point de vue environnementaux seulement, qui sont exceptionnels. On a évoqué l'Argentine, je pense au Chili par exemple. Quel est le pays le plus proche? Quel est le pays, j'allais dire le plus proche de nous, enfin en termes de qualité? Ou pour dire les choses autrement, quel est le pays qui concurrence le plus à l'export les vins français? Ça dépend des pays du Nouveau Monde. Hein. Parmi les pays, ça dépendrait un petit peu où et dans quel pays on se place. J'aurais du mal à vous répondre parce que pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait dans cette situation-là. Et même s'il y a des pays qui concurrencent très nettement, par exemple la Champagne, en termes de volume, en valeur, c'est pas le cas. Le Prosecco est très à la mode, les Italiens en vendent partout dans le monde, mais en termes de valeur, c'est évident que ça n'a rien à voir. Pour l'instant, ils sont encore sur des productions qui sont assez peu valorisées. Mais petit à petit, ils vont monter, ça c'est certain. Ils vont monter, c'est certain. Oui, parce que moi j'entends ça depuis des années. Ils vont monter, ils vont monter. Alors où en sont-ils, Olivier? Peut-être vous avez un... Où en sont-ils? D'abord, il faut relativiser tout ça. Il n'y a pas un goût universel qui serait basé sur l'échelle de Richter du goût des Français. Donc, ce que nous on apprécie à Bordeaux... Non, mais les pertes de parts de marché, elles sont réelles. Oui, mais ce qu'on apprécie à Bordeaux sur la finesse, l'élégance des Bordeaux, etc., ce qui a toujours fait la reconnaissance et la qualité des Bordeaux, les années Parker ont prouvé que c'était pas un goût international, puisque la bulle Bordeaux a éclaté le jour où Parker leur a fait faire de la confiture. Donc voilà, ils sont pas venus chercher les Bordeaux que nous on aimait. Donc à un moment donné, on n'a pas un goût universel qu'on peut imposer à la terre entière. Donc on continue à raisonner autour du nombril français en se disant qu'on reste à la référence, ce qui n'est pas faux, Encore, ça fait rêver. Alors, on rejoint le débat qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que le vin, c'est pour ça que des fois je m'emporte un peu autour de ça, le contexte culturel, c'est quand même notre ADN, qu'on le veuille ou pas, sinon on fera des vins francs, loyaux et marchands, et puis il y en a partout de ceux-là. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un combat noble, et tous, y compris les gens qui font de la prévention contre les problèmes d'alcoolisme, etc. L'ADN culturel, c'est ça ou rien, parce qu'en termes de volume, on ne fait pas le poids face à la concurrence. Absolument. Donc, il y a des pays comme les États-Unis, etc. Voilà. Donc, il ne faut pas raisonner en se disant est-ce qu'on est toujours le référentiel ? Si on l'a jamais été, je ne sais pas si on l'est toujours, mais on est bien au-delà de ça aujourd'hui. Le référentiel des Américains, c'est pas nous, quoi. Mais par contre, on les fait rêver. On les fait rêver avec nos grands crus, on les fait rêver avec nos terroirs, on les fait rêver avec nos noms. On parlait de Bourgogne tout à l'heure, etc. Voilà, ça les fait rêver. Mais je ne sais pas si c'est pas ça qui les fait plus rêver que ce qu'il y a dans la bouteille. Je dis pas que c'est pas bon, je dis que c'est pas évident que ça corresponde à leur goût. Donc il ne faut plus raisonner comme ça, je crois. Il y a des vins partout dans le monde qui sont de très bonne qualité, de niveau de qualité comparable à nos grands vins. Mais est-ce qu'ils sont comparables en termes de palais quand on les goûte? Pour un Français, peut-être pas. Mais comparables en termes de qualité dans l'absolu, oui. Alors, monsieur, oui, allez-y. Bonsoir, messieurs. Donc moi, j'ai une question concernant les volumes. Du coup, à quoi ça correspond le nombre d'hectares sur lesquels vous investissez en Inde, donc les volumes peut-être, alors je ne sais pas si vous pouvez les communiquer, de bouteilles qui sont prévues pour le marché indien, et si à long terme vous pensez que ce serait possible d'exporter vos vins indiens, notamment en France, et justement de jouer sur votre
votre double culture, hein, France-Inde. Est-ce que vous pensez que, je ne sais pas, dans 15-20 ans, on pourra voir des vins indiens en France qui seront crédibles, si je peux me permettre? Ça, je pense même qu'on y arrivera avant. Il y a, par exemple, il y a à l'Arpège, qui est un des grands restaurants parisiens, 3 étoiles Michelin, il y a quelques-uns de nos vins. Donc, c'est pas un problème de crédibilité. Il y a, la production indienne aujourd'hui est toute petite à l'échelle du monde, c'est quelque chose comme 25 millions de bouteilles, 20 millions de bouteilles, mais en augmentation très forte. Donc il faut compter 2000 hectares, grosso modo, aujourd'hui. Hein. Mais tous les ans, on plante 25% de plus. Donc, le problème qu'on aura dans 20 ans, c'est si les Indiens boivent comme les Chinois, il n'y aura peut-être pas assez de vin dans le monde. Hein. Notre problème ne sera pas d'exporter en France, c'est qu'il n'y aura simplement pas assez de vin dans le monde. Merci. Merci à vous tous. On va vous applaudir très fort. Merci. Étienne et Jacques vont conclure cette journée. Merci, bravo à tous les intervenants. Moi j'ai appris plein de choses, c'est l'avantage de Vino Bravo. À chaque fois, à la fin de la journée, je suis un peu moins bête qu'avant. Ça arrive, donc on a appris des tas de choses. Faut dire que tu partais de loin quand même. De très loin. De très loin. Et oui, comment je suis traité dans mon journal, c'est quand même quelque chose. Hein. On a appris quoi, le Talmud et le vin, la consommation biblique de Jacques Chirac et le climat des contreforts de l'Himalaya et le vin. Et du Karnataka, parce qu'en fait, il vaut mieux le Karnataka que les contreforts de l'Himalaya. Des tas de choses. Jacques, est-ce que tu as retenu énormément de choses? L'invasion du rosé qui inquiète beaucoup Michel Reynaud. Mais je voudrais quand même le rassurer, c'est que le rosé prend la place du rouge et du blanc, puisque la consommation en France baisse régulièrement de vin. Et que par ailleurs... Par contre, ce qui n'a pas été dit dans le débat, je vais peut-être le rajouter quand même là, c'est que pendant ce temps-là, la vente de vodka en France a augmenté de 47% entre 2007 et 2011. La vente du Bourbon a augmenté de 47%. Donc il faut s'interroger sur notre action en commun. Comment faire quand Olivier parlait tout à l'heure de l'ADN culturel du vin, je crois que c'est ça aussi qui peut lutter contre l'alcoolisme et notamment l'alcoolisme des jeunes. Mais c'est défendre ça. On a une consommation du vin qui baisse. Mais moi, j'étais enchanté par ce débat que vous avez eu tous là sur la prévention. Il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. On peut se retrouver sur des tas de choses. Et j'espère qu'on le fera. J'ajouterais quand même que sur le rosé, ça s'adapte très bien, d'après ce que j'ai compris, à la peur, gastronomie indienne. Ce qui me fait peur, c'est le Gulf Stream. Oui, ça c'est très embêtant, le Gulf Stream. Hein. On va peut-être s'intéresser à la COP21 finalement. Hein. Mais Raphaël a raison, il y a eu des tas de modélisations qui ont été faites, notamment par l'INRA, sur le réchauffement climatique, et on s'aperçoit qu'elles sont extrêmement contradictoires. Est-ce qu'on va vers plus de pluie, plus de froid, plus de chaud? Lorsqu'on va vers des désordres, mais on ne sait pas trop vers quoi on va. Et puis, pour rassurer un peu tout le monde, c'est vrai qu'on a des dates de vendange plus précoces, on a peut-être plus d'alcool dans les vins aujourd'hui, mais ce n'est pas uniquement dû au réchauffement climatique. Il n'est pas encore complètement sensible là-dessus. Il est très peu sensible pour l'instant sur la qualité des vins. Si les vins ont plus d'alcool qu'avant, c'est que pendant 20 ans, toute la recherche française a été tournée vers l'augmentation de l'alcool et l'arrêt de la chaptalisation. Donc on a augmenté le palissage, c'est-à-dire le feuillage. L'usine a fabriqué du sucre. On a par contre effeuillé en bas pour avoir plus de maturité sur les raisins. On a ramassé plus tard. On a utilisé des rogneuses mécaniques. Avant, quand on rognait la vigne en haut, c'est-à-dire l'usine à sucre, on le faisait à la main. Alors quand on commençait au début du rang, pas moi, mais ceux qui le faisaient, quand on commençait au début du rang, on était à cette hauteur-là. Et au bout de 100 mètres, les cisailles, c'était lourd, on baissait. Donc il n'y avait pas une régularité. Aujourd'hui, avec les rogneuses mécaniques, on rogne à la même hauteur et on a des degrés d'alcool qui montent un peu plus. On a un vignoble qui est en meilleur état, qui produit beaucoup moins, puisqu'on a réduit énormément les rendements. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Pauillac. Pauillac, c'est quand même une appellation prestigieuse. En 1986, le rendement plafond de Pauillac, c'était 76 hectolitres l'hectare. En 2015, c'est 45 hectolitres l'hectare. Tout ça contribue à faire monter les degrés d'alcool, et ce n'est pas uniquement le réchauffement climatique, comme le disait tout à fait justement Raphaël tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'on fait? On dit merci à tous, à l'année prochaine, parce que Vino Bravo, c'est quelque chose qu'on a pensé pour la durée. Un grand merci encore à notre partenaire Vin et Société et pour son soutien, pour ses idées, pour son énergie. Et puis voilà, rendez-vous à l'année prochaine. C'est reparti pour un tour peut-être encore plus grand, plus beau chaque année. Et dans une autre région. Et dans une autre région. Alors c'est une surprise, s'il y a des représentants d'autres régions viticoles en France, les enchères sont ouvertes. Merci à tous. Merci à vous.